Innover, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle techniquement un regroupement sectoriel de recherche industrielle. C'est le nom que le ministère de l'économie nous donne. Nous avons été créés à la demande du ministère de l'économie pour gérer les programmes de subvention pour la recherche et développement collaborative, comme on dit recherche et développement d'innovation, je vais y revenir. L'objectif, donner un avantage compétitif à l'industrie électrique au Québec. Stimuler, produire de la richesse, avoir des retombées économiques, création d'emplois, etc. Donc, pour toute fin pratique, nous sommes une OBNL sans but lucratif. Notre mission, soutenir l'innovation, développement et financement des projets collaboratifs. Je vais revenir sur la définition de projet collaboratif dans la slide suivante. À qui on s'adresse? L'industrie électrique en général, incluant l'électrification des transports. Vous avez dû en entendre parler beaucoup ces derniers mois. Le gouvernement Couillard insiste beaucoup sur ce volet. Donc on s'en occupe aussi, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, on n'en parle plus. Partenariat industriel académique, c'est ça ce qu'on entend collaboratif. Nos activités, promotion de la R&D, recherche de partenaires. Vous êtes un industriel, vous avez besoin d'aide, d'une ressource, d'une compétence que vous n'avez pas à l'interne pour la durée d'un projet, pour résoudre un problème ponctuel ou sur le long terme. Nous pouvons vous aider à trouver des partenaires qui soient industriels ou académiques en général pour une expertise de haut niveau. Les universités, les laboratoires et les chercheurs de très haut niveau qui peuvent vous aider. Et c'est incroyable les ressources qui sont disponibles ici au Québec. Des événements de réseautage. Aujourd'hui, c'en est un, ce n'est pas nous qui l'organisons, mais nous participons, nous organisons beaucoup d'événements de réseautage qui vont vous permettre de rencontrer, de développer des relations d'affaires, de vous aider dans vos projets de recherche et développement. Incubation d'idées, ça aussi, on fait des cliniques d'idéation, joli mot pour dire qu'on s'assied dans une salle, on soumet des problèmes, parfois on a des solutions qui cherchent des problèmes, parfois des problèmes qui cherchent des solutions, on forme des petits groupes et on essaie de créer à partir de l'équation problème plus solution égale projet. Si le projet est éligible, on peut le financer. Analyse de projet, CCTE, c'est un bel acronyme pour dire Comité consultatif d'évaluation technico-économique. Ça veut dire que nous formons des comités qui évaluent les projets qu'on nous soumet. Même si vous échouez, vous aurez une analyse très pertinente de votre projet. Il y a des chances que si vous êtes refusé quand vous soumettez un projet, c'est parce qu'il y a des points qui ont été mal identifiés ou mal adressés, et les recommandations du CCTE sont souvent très pertinentes. Bulletin d'information, on diffuse 4-5 fois par an un bulletin d'information par courriel. Venez sur notre site web pour vous inscrire, ou demandez-moi, je vous inscrirai. Et bien sûr, notre site web, notre page meeting. Base de données, là c'est très intéressant quand vous cherchez de l'expertise. Nous avons plusieurs bases de données contenant des ressources, essentiellement des ressources académiques. Cofinancement de projets de recherche et développement collaboratif. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous êtes ici pour savoir comment ça marche. Les subventions vont payer pour des projets de recherche, un projet bien défini, clair, avec des retombées identifiées. On va vous aider à rechercher du financement complémentaire auprès d'autres organismes comme le CNRC, CRSNG ou d'autres programmes aussi provinciaux. Alors, la R&D collaborative, depuis le temps qu'on en parle, c'est un concept qui est très simple. Les partenaires industriels ont des besoins, le partenaire académique apporte l'expertise. Vous remarquez que j'en ai mis un au pluriel, l'autre au singulier. En fait, c'est indifférent. Il peut y avoir un ou plusieurs industriels, un ou plusieurs partenaires académiques. Les règles peuvent varier suivant, voire rien. Quels sont les avantages de la R&D collaborative? Je vais dire pourquoi je vais aller m'embarrasser d'un professeur dans un laboratoire dans une université.
si je suis capable de résoudre mes problèmes tout seul. Évidemment, si vous êtes capable de les résoudre tout seul, il y a des chances que vous n'ayez pas besoin de nous. Mais c'est parfois difficile de travailler avec des professeurs qui sont sur un autre rythme, avec des étudiants en maîtrise, en doctorat, en postdoc. Ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs que vous, industriels. Les industriels, souvent toujours, sont là ultimement pour la recherche d'un profit. Donc il y a des deadlines, il y a des budgets à respecter. Le monde académique vit un autre rythme, au rythme des sessions, au rythme des années scolaires. Les objectifs sont rarement les mêmes. On veut acquérir des compétences, publier des papiers, éventuellement bien se faire voir dans la communauté et puis accéder à un meilleur poste. Ce n'est pas du tout la même dynamique que dans une entreprise. C'est là où on va pouvoir vous aider. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous travaillez, je vais essayer d'utiliser cet écran-là. Vous accédez à une intelligence collective lorsque vous travaillez avec un partenaire académique. Vous travaillez rarement avec un seul chercheur ou un seul étudiant. Il y a des équipes, il y a des réseaux, les professeurs tournent, changent parfois d'université, acquièrent diverses expériences. Quand vous parlez à un partenaire académique, vous ne parlez pas à une personne, vous parlez à une personne qui a cumulé de nombreuses expériences et qui a accès aussi à beaucoup d'autres expériences. Vous profitez d'économies d'échelle. Effectivement, un laboratoire dans une université, si vous confiez une recherche à un professeur dans une université, il va utiliser quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines, un laboratoire pour vos besoins, mais vous n'avez pas besoin de financer le laboratoire. Le laboratoire a déjà servi avant et continuera à servir après. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper lourdement. Partager les coûts, je viens d'y faire référence, mais aussi réduire les risques, parce qu'à partir du moment où vous réduisez vos coûts en R&D, vous réduisez vos risques dans votre plan d'affaires. Alors, évidemment, vous contribuez au développement de relations et d'opportunités d'affaires, parce que dans la R&D collaborative, très souvent, vous allez travailler en partenariat avec vos fournisseurs, parfois vos clients, avec un ou plusieurs universitaires. Vous allez développer un nouveau réseau de contacts, en plus de ceux que vous avez déjà, qui va peut-être vous ouvrir d'autres portes, vous permettre d'accéder à d'autres opportunités. Évidemment, faciliter le recrutement de personnel. Si vous travaillez sur un projet de longue haleine, vous savez que dans 1 an, 2 ans, vous aurez acquis une nouvelle technologie, vous allez probablement avoir besoin de nouvelles ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise. Si vous travaillez avec un finissant en maîtrise ou au doctorat et qu'il a bien travaillé sur le projet, c'est peut-être une ressource pour vous. Vous allez peut-être l'embaucher ensuite. Entre autres moyens de recruter. Et bien sûr, la formation de personnel, aussi bien dans vos entreprises qu'à l'université, les retombées au sein des organismes académiques sont aussi prises en considération lors de la soumission des projets. Alors l'innovation, qu'est-ce que c'est l'innovation? Vous avez vu cette belle éolienne que j'ai trouvée sur Wikipédia pour illustrer le chemin qu'on a parcouru depuis quelques années. Je crois qu'elle est en bois, essentiellement. Enfin, si vous voulez voir l'image originale, vous mettez éolienne dans Wikipédia et vous la trouvez très facilement. L'innovation, c'est créer ou trouver des solutions nouvelles. Des produits, des procédés, des solutions. L'innovation passe par l'ingénierie, mais l'ingénierie n'est pas nécessairement d'innovation. Ça, c'est une différence qui est fondamentale. On reçoit parfois des candidatures, des projets qui consistent essentiellement en de l'ingénierie. Ah, on va remplacer une fournaise à huile par une fournaise électrique. Oui, vous allez faire de l'ingénierie, bien sûr, pour pouvoir adapter ça dans vos procédés, mais ça n'est pas une innovation. Donc ce n'est pas éligible à une subvention pour un projet de R&D innovant. Il y a d'autres subventions pour ça, au passage. Alors, les technologies visées, ici on est à la QPER, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, énormément d'énergie éolienne. Alors, voyons un peu ce qui nous intéresse. Production d'électricité, évidemment tout ce qui est hydro, solaire, éolien, autres énergies renouvelables, cogénération, solutions pour régions isolées, climat nordique, on a quand même au
Canada, si ma mémoire ne me trompe pas, quelque chose comme 800 communautés isolées qui n'ont pas accès au réseau électrique, qui seraient probablement ravis d'utiliser autre chose que des génératrices diesel bruyantes, polluantes et qu'il faut remplacer sur une base assez régulière à grands frais pour s'approvisionner en énergie à meilleur coût. Un petit etc. bien sûr, parce que ça n'est pas limitatif. Bien sûr, on a d'autres aspects, le transport, la distribution, le stockage, l'utilisation de l'électricité. Les réseaux intelligents, ce qu'on appelle smart grid, un terme que tout le monde connaît maintenant. La production distribuée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système pyramidal, et des centrales électriques qui sont LG1, LG2, et puis un réseau de transport, puis la distribution, on peut aussi produire en bas de la pyramide. C'est ça la production distribuée. Les technologies de conversion, parce qu'évidemment, qui dit stockage dit conversion. Le stockage se fait sous forme pompée lorsqu'il s'agit d'eau dans un barrage, lorsqu'il s'agit de batterie, c'est du courant continu. Il y a énormément de conversion d'énergie électrique, et il y a probablement encore des progrès à faire dans ces domaines-là, même si l'électronique de puissance est une technologie qui est très avancée, il y a des évolutions. Le stockage de l'énergie électrique. Je vais parler des batteries et des barrages, mais si vous avez d'autres idées, si vous pensez qu'on peut garder de l'énergie électrique latente sous la forme d'un ressort compressé, par exemple, be my guest, il y a des tas d'autres solutions. Intégration plus poussée des énergies renouvelables. On sait tous que, notamment l'énergie éolienne, toutes les énergies renouvelables qui sont intermittentes par nature, sont difficiles à intégrer à l'intérieur d'un réseau. Si vous avez des idées, des projets, n'hésitez pas. L'efficacité énergétique, oui, effectivement, l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle dont on n'a pas besoin. Si on peut s'épargner un gaspillage quelque part, gagner en efficacité, ça nous intéresse. Toujours le etc. parce que ça n'est pas limitatif. Un petit aperçu très très rapide sur cette œuvre de l'électricité au Québec. Source minimale de gaz à effet de serre, on le sait, on est tous très fiers de notre hydroélectricité. L'hydroélectricité, plus de 99% de l'énergie électrique qu'on utilise au Québec. Les autres énergies renouvelables, c'est pas si gros que ça finalement, 37%. Les énergies fossiles, le diesel qu'on utilise dans le Grand Nord pour les mines, les communautés isolées, etc. C'est très faible. Les chiffres que vous voyez là, c'est pas pour vous démoraliser, je les ai tirés de l'état de l'énergie au Québec, publié par Pierre-Olivier Pilon, qui va d'ailleurs donner une conférence à 10h30, ici même tantôt. La consommation d'électricité au Québec, c'est 35% de notre consommation totale d'énergie. Quand on parle de déplacer les énergies fossiles, de diminuer leur impact en gaz à effet de serre, ça nous donne une idée, il reste 65% quelque part à aller chercher. Je ne sais pas si on pourra tripler notre production d'électricité pour tout remplacer. Et d'ailleurs, il n'y a pas toujours de substitution. Mais il y a quand même beaucoup de place pour augmenter cette part. La consommation d'électricité par personne au Québec est phénoménale. La deuxième plus importante au monde, derrière l'Islande. L'Islande qui a une bonne raison de le faire, ils ont l'énergie géothermique gratuite. Ils ont des volcans qui leur font de la vapeur, ils ont juste à turbiner ça. Donc tant mieux pour eux. Mais ici, on est des gros consommateurs d'électricité. Il faut dire que nos hivers, ils sont pour quelque chose. Évidemment, forte présence d'industries très consommatrices, aluminerie, pâtes et papiers, moins ces jours-ci, et bien sûr le chauffage à l'électricité. Balance commerciale, on en exporte de l'électricité, c'est des dollars qui rentrent, 1,2 milliard de dollars qui rentrent au Québec tous les ans grâce à nos exportations d'électricité. C'est pour ça que nos gouvernements aiment beaucoup l'électricité, l'hydroélectricité, et continuent à pousser pour le développement de projets quand ils sont rentables. Bien sûr, l'industrie, l'industrie électrique au Québec représente environ 40 000 emplois. Hydro-Québec, on le sait, c'est l'élément incontournable, c'est le vaisseau amiral, comme on dit dans certaines associations. Présence de multinationales, on connaît tous les grands noms, Siemens, ABB, Schneider, GE,
et maintenant GE Alstom et d'autres. Mais surtout beaucoup de PME, chacune dans leur petite spécialité, les panneaux de contrôle, les modifications, les installations, le service, c'est considérable. Alors, des priorités quand on parle d'innovation. Est-ce que je vais trop vite? Ça va? Personne ne s'est endormi, je vois personne tailler. Vous avez tous bu 2 ou 3 cafés avant de venir. Est-ce qu'il y en a qui sont levés très tôt ce matin pour faire la route, pour venir? Oui, vous êtes très courageux. Et si vous aviez dormi ici, vous auriez eu le bruit du chantier à côté. Vous auriez eu aussi besoin de 2 ou 3 cafés. Alors, retour à l'innovation. l'IREC, évidemment, on connaît tous, travaille énormément sur le réseau intelligent. C'est très important pour Hydro-Québec, pour pouvoir arriver notamment plus d'énergie renouvelable, mais aussi avec l'arrivée de nouveaux types de charges. On sait que les véhicules électriques, en particulier les voitures et les autobus rechargeables, vont représenter des charges assez importantes, mais pendant des durées très brèves. Et tout le temps que ces véhicules sont connectés au réseau, peuvent aussi servir de tampon pour réguler le flux d'énergie sur le réseau, parce que c'est de l'énergie stockée qui est disponible dans les deux sens, à la charge comme à la décharge. Vieillissement de matériaux, pérennité des installations, on le sait, rien n'est éternel. Même les grands barrages, un jour, il faudra faire quelque chose, mais pour le moment, la question ne se pose pas, et probablement pas de notre vivant. Nos enfants, nos petits-enfants auront peut-être à gérer ça, mais si aujourd'hui, déjà, on est capable d'identifier des solutions pour rendre plus pérennes les solutions qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des voies d'innovation très intéressantes. Pour ceux ici qui sont dans le domaine des énergies éoliennes, la durée de vie des éoliennes, c'est un facteur très important dans le modèle d'affaires. Si elle dure 15 ans, ou si elle dure 25 ans, ou 50 ans, l'investissement initial se justifie plus facilement quand l'équipement a une durée de vie plus longue. Utilisation efficace de l'énergie, on en a parlé tantôt. Les énergies renouvelables en général, ici vous avez une belle photo de panneau photovoltaïque, on a tendance à se dire « Oh oui, du soleil ici avec la neige qui couvre les panneaux ». L'Ontario fait beaucoup appel à l'énergie solaire. Ce n'est probablement pas le premier choix au Québec, le coût du kilowattheure, mais c'est une possibilité. Y a-t-il moyen de baisser de manière importante le coût de revient de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques ou d'autres solutions solaires? Ce sont des pistes d'innovation. Les matériaux pour les batteries, bien sûr. On entend tous parler. Après, il n'y a pas une semaine sans qu'on nous annonce une nouvelle batterie révolutionnaire qui va changer le monde. On ne les a pas encore vues. Mais qu'est-ce qu'on en parle? C'est bon signe. L'Association canadienne de l'électricité a d'autres priorités. La gestion de la demande, la production décentralisée, les véhicules électriques et l'optimisation de l'utilisation des actifs, et puis atténuation des problèmes. Vous avez un défaut quelque part, production, transport, distribution. Comment faire pour minimiser l'impact, que ce soit pour l'utilisateur comme pour l'industriel qui est derrière, qui perd des revenus pendant ce temps-là. Autre sujet, le stockage de l'électricité à grande échelle. Et ici au Québec, on le fait naturellement avec nos barrages. Toute l'eau qui est derrière les barrages, c'est une réserve. C'est de l'électricité à l'état latent, potentiel. Donc, ça n'est pas nécessairement quelque chose de pertinent ici, aujourd'hui, au Québec, mais c'est extrêmement pertinent à peu près partout dans le monde. Si vous avez des idées, des projets, venez nous voir. C'est une technologie qui intéresse le monde entier. Intégration poussée des énergies renouvelables, on sait que ça dépend beaucoup du stockage de l'électricité. Et bien sûr, les solutions pour les régions isolées, on en a déjà parlé. Quelques exemples de projets. Là, je dois ouvrir une petite parenthèse concernant la confidentialité des projets qui nous sont soumis. Tous les projets qui nous sont soumis sont couverts par le sceau de la confidentialité. Ce que vous nous soumettez ne sort pas de notre équipe. On ne le transmet pas par courrier électronique. Le comité d'évaluation qui va se réunir va signer des documents de confidentialité, non-disclosure agreement, pour ceux qui préfèrent l'anglais. Les documents leur sont transmis dans une salle, quand ils se réunissent, ils nous les restituent en sortant de la salle. C'est une manière qu'on espère efficace de ne pas créer de fuite qui pourrait faire perdre l'avantage compétitif aux industriels ou aux chercheurs qui travaillent avec nous. C'est très rigide, c'est pas facile de travailler comme ça nous pose des problèmes. On est en train de réfléchir
a des manières plus souples, peut-être, de communiquer des documents encryptés par Internet, mais pour le moment, on fait comme ça. Les informations que vous voyez là, c'est public, il n'y a aucune fuite, donc vous aurez certainement des titres qui vont vous sembler vagues. Je pourrais peut-être vous éclaircir un peu, mais pas forcément beaucoup. Alors écoutez, il y en a beaucoup, je vais les afficher, lisez-les, si vous avez des questions, interpellez-moi. J'ai obtenu l'autorisation de vous parler un peu plus d'un projet, celui-ci. Overcoming Ice Issues. C'est la formation du phrasile. Donc c'est cette glace qui se forme dans l'eau à l'état liquide, dans les rivières et aussi dans l'air. L'idée étant de pouvoir équiper les rivières du Québec, les plus petites rivières, pas le Saint-Laurent, aussi on est dans le Saint-Laurent, avec des hydroliennes. Les hydroliennes, c'est une éolienne à l'envers, hein, vous le savez, c'est plongé dans l'eau. Ça turbine, il n'y a pas de barrage, c'est au fil de l'eau. L'idée étant d'équiper des communautés isolées ou des sites miniers ou autres, à partir du moment où il y a un cours d'eau avec un débit suffisant, on pourrait plonger dans la rivière une hydrolienne, produire de l'électricité à bas prix et propre de surcroît. Mais que se passe-t-il si du phrasile se forme dans l'eau, vient se déposer sur l'hydrolienne? La réponse est claire, l'hydrolienne est détruite. À un moment, la glace s'accumule, il y a un effet d'avalanche, les palmes sont arrachées, l'hydrolienne est arrachée, c'est une perte totale de 9 fois sur 10. Comment peut-on s'en prémunir? À part chauffer l'eau, pas tellement. Par contre, on peut essayer de trouver un emplacement où il ne se forme pas de phrasile. Alors à moins d'aller instrumenter les rivières et puis surveiller année après année s'il se forme du phrasile ou pas dans une rivière, ça veut dire que dans 10 ans, on n'aura toujours pas mis une hydrolienne à l'eau, vu le coût et la difficulté de l'opération. Quand vous mettez un équipement pour mesurer le phrasile, si du phrasile se dépose dessus, il va lui arriver la même chose que l'hydrolienne. Quand les chercheurs de l'IREC qui travaillent là-dessus, eh ben, pour eux, certains équipements, c'est du consommable, même s'ils coûtent quelques milliers de dollars. Comment va-t-on faire? Ben, on cherche à développer un modèle, tout simplement, à partir des données dont on dispose, des images satellites, des photos, des relevés de terrain. Là aussi, c'est un travail de longue haleine parce qu'il n'existe pas de modèle 3D. Il existe des modèles 1D qui sont très approximatifs. On voudrait développer des modèles 2D puis 3D qu'on puisse nourrir d'informations satellitaires et de mesures faites le long du cours de la rivière pour évaluer le risque. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas se prémunir à 100%, mais on pourrait, grâce à un outil logiciel, tenter d'identifier les meilleurs endroits, les endroits les plus pertinents, les moins risqués pour installer des hydroliennes. Donc voilà un projet de longue haleine qui va coûter beaucoup d'argent et qui va être financé. Ça vous donne un exemple, comme pour d'autres. Est-ce que cette liste suscite des questions, des interrogations? Juste concernant le phrasile, qu'est-ce qui fait que certains cours d'eau, il y a de la formation de phrasile et d'autres non? C'est quoi le climat, bien sûr, le débit de l'eau, la présence de particules dans l'eau qui accélèrent la cristallisation. Au-delà de ça, je vous ai dit tout ce que je savais, je ne suis pas spécialiste. C'est ce que j'ai retenu les conversations avec un spécialiste. Il y a la salinité de l'eau, bien sûr, si vous êtes dans l'estuaire d'une rivière où l'eau de mer et l'eau douce se mélangent, le sel va ralentir un peu la formation de phrasile. Excuse. Oui. Question. Est-ce que c'est un projet dont la recherche est dessus présentement? Ou est-ce qu'ils ont déjà accumulé certaines données qui vont nous permettre de les développer plus rapidement que d'attendre 6 ans? Oui et oui. Il y a déjà eu des travaux de fait, des mesures de prise. C'est l'IREC qui a fait ça. L'Université Laval va porter ses compétences, et là on parle de projet collaboratif, donc l'Université Laval, en modélisation. Le projet, tel qu'il démarre là ce printemps, va s'étaler sur 3 ans. On espère, au bout des 3 ans, avoir un modèle suffisamment robuste et solide pour pouvoir implanter des hydroliennes à certains endroits. C'est une considération d'implanter initialement des citoyennes pour faire des essais.
Après, c'est de la business. Le modèle d'affaires. D'autres questions? Des aides financières de quelle envergure en fait? J'ai bien. Bon, puisqu'on parle de projets, de subventions, de projets collaboratifs, quels sont les critères qui permettent à un projet de passer à travers les grilles? L'aspect innovant. Innovant, nouveauté, quelque chose qui normalement n'a jamais été fait, ou alors que vous voulez faire d'une manière différente, plus efficace, plus économique, que sais-je. Mais il faut que ce soit nouveau. Je dis, remplacer une bouilloire au diesel, au gaz naturel par une bouilloire électrique n'est pas éligible. Retombée économique, c'est très important. C'est de l'argent du contribuable qui va dans ces projets. Il faut que ça serve à quelque chose. Le gouvernement nous demande des comptes. Ultimement, ils veulent savoir pour chaque dollar dépensé combien de richesses a été créé, combien d'emplois ont été créés. C'est très important. Niveau d'implication des industriels, oui. Parce que c'est tentant parfois pour une entreprise de dire on aimerait bien qu'il y ait telle technologie. Puis on garoche ça dans les mains d'un chercheur universitaire ou d'un cégep. Et puis on se croise les bras et on attend. Et c'est la recette pour le désastre. Il faut qu'il y ait une collaboration. On parle de recherche collaborative ici. Une carine, c'est en nature, ça veut dire que vous pouvez consacrer du temps ou des ressources. Vous pouvez prêter vos locaux, prêter des équipements, fournir des logiciels, déléguer de votre personnel dans l'équipe de recherche. Tout ça, c'est de la contribution en nature qui va être valorisée. Faisabilité. Est-ce qu'on peut exécuter le projet ultimement? Ou est-ce qu'on va avoir inventé quelque chose qui ne marche que dans la stratosphère ou dans des conditions qui n'existent pas? C'est très important. Sinon, on aura un beau projet, mais qui restera une publication pour un universitaire. Lui, il n'aura pas perdu son temps. Mais pour l'industriel et pour le contribuable, ça va être beaucoup moins rigolo. Le nombre d'étudiants impliqués, c'est important aussi parce que on propage des compétences à travers ces projets. On développe une communauté scientifique, on développe aussi des ressources, on en a parlé tout à l'heure, pour les industriels qui participent. La qualité scientifique des équipes. Si vous demandez à une équipe dans un cégep, les comités, les CCTT, centres collégiaux de transfert technologique, de vous développer un projet, une modélisation 3D du phrasing dans les rivières, vous adressez probablement pas à la bonne équipe. Les CCTT sont plus orientés vers la réalisation de prototypes, des choses beaucoup plus concrètes, là où les universitaires sont bien meilleurs dans des solutions beaucoup plus élaborées, impliquant plus de modélisation, par exemple, de ressources intellectuelles. Les cégeps sont plus les bras outillés et les universités les ressources de haut niveau, sans aucun préjudice pour les cégeps. Calendrier et budget réaliste. Très souvent, on voit des gens qui tentent de nous soumettre des projets à l'intérieur d'un calendrier qui n'est pas réaliste. Ça ne peut pas se faire en moins d'un an, 2 ans, 3 ans. On le voit, il y a des risques qui apparaissent, et vous connaissez la loi de Murphy. Tout ce que vous avez imaginé qui va aller mal va arriver et bien plus. Et lorsque l'échéancier qui nous est soumis est très serré, on estime que le risque est important. Et vous avez le droit de soumettre un échéancier en disant il y a 25% de réserve au cas où quelque chose va mal, quelque chose glisse. Et bien sûr, un budget réaliste. On ne va pas sur la Lune pour $10. Appel de projet. On a des dates de remise des projets. Innover a été créé en mars 2013, on n'est pas très vieux. On a fait 8 concours depuis notre création. Dans les 12 derniers mois, on a fait 5, parce qu'il y avait une accélération. 40 demandes déposées, c'est déjà un joli chiffre. 3,2 millions de dollars de subventions approuvées. Donc ça, c'est de l'argent du contribuable qui va aller dans des équipes pour réaliser des projets. Notre dernier appel, c'était fin novembre. La valeur des projets qu'on nous a soumis était de plus de 5 millions de dollars. C'est un bel appel de projet. Plus de 80% des demandes ont été acceptées, c'est-à-dire, pour faire un chiffre exact, 5 sur 6. Et le 6e, c'est dommage qu'il ne soit pas passé, il ne s'en est pas fallu beaucoup.
Mais là, on était face à un échéancier pas réaliste. Et le comité d'évaluation a dit non, ça ne peut pas se faire dans cet échéancier. Et ça a été refusé. Sinon, on aurait eu 100%. 31 industriels et 9 académiques, donc universités ou cégep, ont participé à ces appels de projet. Prochain appel de projet, date limite de soumission le 15 avril. Si vous avez des idées, appelez-moi. Si vous voulez soumettre, n'attendez pas le 15 avril au soir. Contactez-nous, contactez-moi. Tôt, un mois, 3 semaines avant, on va en discuter, on va vous expliquer le processus. On va même vous suggérer très fortement, on ne va pas vous l'arracher les mains, mais on va vous suggérer de nous envoyer vos bourguions pour vous aider dans telle rubrique. Ça, c'est mal expliqué, ça, il faut le développer. Votre échéancier va être questionnable face au comité d'évaluation. Vos budgets, notre expérience nous montre que votre budget est réaliste ou pas. Tout ce genre de choses. On va vous aider à bâtir le dossier. Ça va vous prendre quelques jours de bâtir un dossier solide. Il y aura plusieurs allers-retours. Passez la date de clôture. Pendant la semaine qui suit, si on trouve des choses qui ne vont pas dans le dossier, on vous recontacte. On n'est pas là pour vous éliminer, on est là pour vous aider. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la présentation du dossier, on vous recontacte, on va faire les dernières corrections. Au-delà d'une semaine, on arrête, on met ça dans les mains du comité d'évaluation. Une question sur Allez-y. 3,2 millions, ça concerne seulement la portion minorée. Nous, ça inclut également CNRC, subvention. Non, ça c'est les nôtres. Ce sont les nôtres. C'est les vôtres. CNRC, CRSNG, etc. vont souvent doubler le montant des contributions. Quelle est la durée de traitement de la demande? J'y viens. Alors, quelques exemples de subventions. Alors, il y a bien sûr les nôtres. Ici, InnoVEI. C'est d'ailleurs, ce n'est plus le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'exportation. C'est le MESI maintenant, ministère de l'économie, des sciences et de l'innovation. Des sciences? Pas du tout. On le verra. Oui, sciences et innovation. Ça date d'une semaine, hein, c'est encore nouveau pour nous aussi. Montant maximum de subvention, 500 000 $ par an, pour une durée de 3 ans, c'est le maximum, ça fait 1,5 million de dollars de subvention. Ça va vous sembler beaucoup, mais ça veut dire, et vous le verrez dans les pie charts, les camemberts, comme disent les Français, un peu plus loin, ça veut dire aussi que l'industriel a mis beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, 20 à 40% minimum de contribution des partenaires industriels. Ça vous donne une petite idée de ce qu'il va falloir mettre sur la table pour monter des projets de si grande valeur. Il y a d'autres programmes. Passeport Innovation est un programme québécois, provincial, qui est capable de fournir jusqu'à 150 000 $ suivant le nombre de partenaires qui s'impliquent dans le projet. CRSNG a un programme très intéressant qui s'appelle Engagement partenarial, qui est très bien pour faire une évaluation, démarrer un projet, démarrer une collaboration. Très facile à obtenir, très rapide, pas besoin de mettre d'argent sur la table. MITAX, ça c'est un organisme pan-canadien qui travaille avec à peu près toutes les universités au pays, qui va vous subventionner la mise à disposition de personnes ou d'étudiants travaillant dans les universités. Très utile aussi, mais pour des beaucoup plus petits montants. Il y a des dizaines de programmes au Canada, et au moins une dizaine au Québec. C'est assez complexe de s'y retrouver. Nous pouvons vous aider dans une certaine mesure, si nous connaissons les programmes des autres organismes dans la mesure où ils concernent notre activité. Il y a aussi d'autres organismes qui peuvent vous aider à trouver d'autres subventions. Parlez-nous, on est là pour vous aider. Les projets de recherche collaboratifs. Comment ça marche? Savez-vous ce que c'est qu'un TRL? Pas grand monde sait ça en général. C'est une échelle qui a été mise au point il y a, je crois, une 50aine d'années par la NASA quand ils ont commencé à travailler sur les missions Apollo, les missions lunaires, pour
évaluer le niveau de maturité technologique, on pourrait mettre NLT en français comme anagramme, des projets, des travaux sur lesquels il travaillait. Plus le chiffre est faible, moins le projet est avancé, donc plus le risque est élevé. L'échelle va de 1 à 9. 1 à 3, vous le voyez ici, observation du principe de base, formulation du concept ou preuve de concept. Ça signifie quoi pour vous, pour nous et pour le gouvernement? Ça veut dire que le risque perçu est plus élevé. Donc le gouvernement provincial va payer jusqu'à 40% du coût de la recherche. Le CRSNG, par exemple, au niveau fédéral, va payer un autre 40%. Et pour minimiser les risques dans le programme, c'est pas nous qui faisons le programme, c'est le ministère qui nous l'impose, il faut qu'il y ait au moins 2 partenaires industriels. Donc, si vous faites un rapide calcul, 40%, 20%, avec une répartition qui peut aller dans ce 20%, 80-20 minimum, 50-50 maximum, évidemment. Ça veut dire que le deuxième partenaire ne peut pas arriver et dire je fais un chèque de $100 et puis je suis partenaire. C'est un vrai partenaire que le ministère exige. Ça veut dire quand même que le coût de la recherche que vous allez confier à un partenaire académique va être payé à 80% par des fonds publics. Et que vous n'allez assumer, ultimement, qu'une partie des 20% qui restent. C'est ça, aider à compenser le risque dans le développement d'un projet. C'est ça qui va vous permettre, si votre entreprise n'est pas une grosse multinationale avec un coffre rempli de lingots d'or, c'est ça qui va vous permettre d'accéder à une technologie qui autrement vous serait inaccessible. Le maître d'œuvre de la recherche, c'est une université, un cégep, CCTT, c'est la même chose, ou un centre de recherche public, le technocentre éolien en est un par exemple. On l'a vu tantôt, jusqu'à $1,5 million sur 3 ans. Effet de levier sur vos contributions, presque 4,8 fois plus que ce que vous mettez sur la table. Vous mettez $1, ultimement ça représentera environ 4,8 $ investis dans la recherche. Les contributions financières des industriels sont bien sûr éligibles au crédit d'impôt. Ce n'est pas désagréable. Alors maintenant, si votre projet est un peu plus avancé, vous avez déjà dépassé la preuve de concept, vous avez validé en laboratoire, vous avez validé dans un environnement réaliste, c'est quelque chose qui marche dehors, dans le grand froid, vous êtes allé dans le stationnement et puis vous l'avez essayé dans la neige, c'est déjà un environnement réaliste. Vous avez déjà un modèle, quelque chose qui fonctionne, une sorte de prototype. Vous êtes quelque part entre 4 et 6 dans l'échelle des TRL. Le risque, tel qu'il est perçu par le ministère, est moindre. On a dépassé la preuve de concept. La participation du ministère de l'économie diminue à 25%. Ici, on parle de numéraire, on parle d'argent. Il y a un caractère qui est historique. Ici, c'est la participation industrielle. Et le CRSNG, qui donnait 40%, sa part va paraître plus grosse, parce que le CRSNG ne tient pas compte du niveau de maturité technologique. Sa participation reste la même. La réalité est un petit peu différente. Vous voyez que ici, il y a une petite étoile, même si les contributions industrielles au projet peuvent, en fait, dans certains cas même, doivent être accompagnées de contributions en nature. Donc, comme je le disais tantôt, du personnel qui s'implique, des équipements que vous prêtez, vous donnez, des licences de logiciels, ce genre de choses. Ces contributions vont rentrer dans l'équation. Donc vous avez 2 équations. Vous avez une équation pour le numéraire, pour l'argent cash, c'est celle-ci. Et si vous rentrez dans l'équation les contributions en nature, vous apercevez que le camembert aurait une autre forme. Vous rentrez un 20-25% de contribution en nature, de l'argent que de toute façon l'industriel aurait dépensé dans le projet, va rentrer dans l'équation et va augmenter sa participation. C'est la comptabilité, hein, c'est intéressant, mais pour les preneurs de décision,
Dans les modèles d'affaires, c'est très important. Donc, dans l'équation de la notion industrielle aussi. Oui. Sa participation en nature va contribuer aux 20% de la contribution industrielle. Elle va s'ajouter. Ça, C'est... Je ne veux pas rentrer dans la recette de la poutine parce que, à un moment, lorsqu'on élabore le projet, on va vous tenir par la main pour vous dire dans quelle case mettre quoi. Si on rentre dans le détail, on va y passer l'heure au complet. Je vais regarder du temps pour les questions à la fin, parce que j'espère qu'il y en aura. Le même montant pour les contributions gouvernementales. L'effet de levier est un peu moindre. On s'aperçoit qu'on a un effet de levier de presque de 1 à 4 dans l'argent qui va vous être attribué pour le projet. Et donc, ce que je disais tantôt, les contributions en nature, toujours votre crédit d'impôt à la fin, et les contributions en nature en plus. Vous me demandiez combien ça prenait de temps pour évaluer. L'analyse de conformité, c'est ce que nous on fait. Vous nous soumettez le dossier, on l'évalue, on vous lâche quelques coups de fil, on s'échange des courriels, on met tout au propre. C'est ça, l'évaluation de conformité. Si à ce stade-là, on voit que vous n'êtes pas conforme, on va vous suggérer de lâcher. Parce que pour nous, c'est clair que ça ne passe pas. Il y a de fortes chances que ça soit rejeté ensuite. En fait, ça n'arrive pas, ça. Parce qu'on vous a tenu par la main. Évaluation technico-économique, c'est le fameux comité dont je vous ai parlé, qui se réunit en général 2 semaines après la date limite. On essaie d'aller vite pour ne pas vous faire perdre de temps. Une fois que le comité a donné une note, une évaluation, une opinion, positive ou négative, notre conseil d'administration à nous arrive et en général approuve. Tout ce qui a été approuvé est approuvé pratiquement automatiquement. Le conseil d'administration a la possibilité d'approuver un projet qui a été refusé en amont, c'est arrivé une fois, puis le ministère derrière a dit mais c'est non conforme, et puis a rejeté le projet. Donc il y a une cohérence. Quand quelque part quelqu'un dans le circuit lève la main pour s'opposer en disant c'est pas conforme, ou c'est conforme même si toi tu n'es pas d'accord, ultimement ça passe pas. Et à la fin, l'approbation du ministère. Le ministère n'approuve pas sur des critères qualitatifs, mais sur des critères administratifs. Vous êtes conforme ou vous n'êtes pas conforme. Les critères qualitatifs, c'est l'évaluation technico-économique qui s'en charge. C'est notre prérogative à nous de nous organiser pour former un comité qui va évaluer vos projets. Le TRM, c'est quelque chose de nouveau maintenant comme outil d'évaluation des projets. Oui. Est-ce que vous fournissez des documents TRM? Oui, Formation sur l'utilisation du je vous propose qu'on en parle à la fin. J'ai une slide cachée que je pourrais vous montrer qui explique tout ça, mais sinon, Wikipédia, TRL, beaucoup d'explications disponibles là, plus que ce qu'il vous faut. Quelques astuces si vous voulez soumettre un projet. Commencez tôt, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne vous réveillez pas le 14 avril au matin en disant je soumets le 15 au soir. C'est la recette pour le désastre. Tous ceux qui l'ont fait ont échoué. Il y en a quelques-uns qui ont essayé. Appelez-nous, contactez-nous, on est là pour vous aider. Ce n'est pas un examen, c'est un concours, mais on est là pour vous aider à réussir. Assurez-vous que le projet soit bel et bien de nature pré-compétitive. On ne finance pas le développement de produits, on finance la R&D, l'innovation. L'histoire de la gloire. Rédigez votre proposition, votre dossier de façon claire. Pour beaucoup de spécialistes, quand ils rédigent un texte, pour eux c'est absolument évident. Et les termes qu'ils vont employer seront parfaitement compréhensibles des spécialistes dans la même matière. Et si autour de la table, lorsque la comité d'évaluation va se réunir, on va essayer d'avoir des spécialistes de tous les domaines, des sujets abordés. On ne fait pas un appel de projet pour les hydroliennes, et puis 3 mois plus tard pour les éoliennes, et puis 3 mois plus tard pour les panneaux photovoltaïques, et puis quelques véhicules électriques et des batteries au passage. Tout arrive en même temps, et on va constituer un comité d'évaluation qui va être capable de couvrir tous les thèmes, tous les sujets. Mais évidemment, vous allez avoir autour de la table un spécialiste des éoliennes, un spécialiste des batteries, un spécialiste des réseaux électriques. Alors, il y en aura toujours un qui va comprendre parfaitement votre proposition, mais il y en a d'autres qui vont peut-être se gratter le crâne en disant ça veut dire quoi ça?
Et ces gens-là, ils ont même droit de vote. À la fin, ils vont évaluer votre projet. Donc, rédigez de manière claire, ne rédigez pas pour des imbéciles, ce sont des scientifiques, mais rédigez de manière à ce que n'importe quel ingénieur, mettons, soit capable de comprendre votre proposition. Alors, innover, comment on fonctionne? Puisque nous sommes un organisme sans but lucratif, je ne vous cacherai pas que le ministère de l'économie paye à peu près les 2/3 de nos frais de fonctionnement. À nous de trouver le dernier tiers. Alors, comment on se finance là? On vend des memberships. Il faut que je vous explique pourquoi c'est intéressant d'être membre chez nous, parce que si vous avez envie de le devenir, ça va vous aider, ça va aussi nous aider. Vous accédez bien sûr à notre programme de subvention. Vous bénéficiez de l'accompagnement lorsque vous présentez un projet. Vous accédez à nos bases de données, toutes les informations qu'on a, on est là pour les partager. Vous accédez à des rabais pour l'inscription de certains événements. Cette année, c'est la première fois qu'on participe avec l'AQPER, mais pour d'autres événements, on essaye de négocier des rabais. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui sont allés au forum sur l'énergie la semaine dernière à Montréal, nos membres avaient 10% de remise. Ce n'est pas désagréable. Vous améliorez la visibilité de votre entreprise. C'est important lorsque vous êtes en phase de développement, de recherche et développement, parce que à un moment donné, vous allez être à la recherche de ressources. On va vous aider bien sûr à faire du développement d'affaires, on est là pour ça aussi, mais lorsque vous êtes face à un problème, quelque chose où vous n'avez pas les compétences, c'est aussi un très bon moment pour faire du réseautage, mais un autre type de réseautage. On peut aussi publier des textes sur vos activités. On n'est pas là pour faire de la publicité au sens pur du terme, mais vous aider à faire connaître vos activités, vos innovations, ça fait partie de notre mandat. Partager des nouvelles, les programmes de commandite, et, ça paraît idiot, mais la défense, les énormes contrats de la défense. Il y a un programme qui s'appelle Hériter, retombées industrielles et technologiques. C'est énorme. On parle de milliards de dollars qui ont été attribués pour des projets de la défense. Par exemple, faire des bateaux pour la marine. Toutes sortes de projets. Les bateaux, c'est celui dont j'entends parler le plus récemment. Qui inclut, pour l'industriel qui va livrer, mettons des bateaux, l'obligation de produire localement dans toutes les provinces du Canada, en Québec donc, et pas seulement de produire, mais d'innover. Et vous n'imaginez pas à quel point l'armée est avide de technologie. Si vous êtes capable de proposer, par exemple, un système d'alimentation électrique qui marche avec une énergie renouvelable, qui soit compact, robuste, simple, efficace, qui marche dans le Grand Nord, qui marche au bord de l'eau, qui marche sur un bateau, qu'on puisse traîner derrière un char d'assaut, ça va intéresser les gens de la défense. Et il y a de l'argent pour ça. C'est de l'argent que vous pouvez employer pour développer une technologie qui trouvera aussi d'autres usages dans le civil. Et c'est très surprenant à quel point ces gens-là sont réactifs, à quel point ils en veulent, et la profondeur de leur poche. Gardez ça dans un coin de votre mémoire. Posez-vous la question. Est-ce que la technologie peut intéresser l'armée? C'est un accélérateur extraordinaire. Je voulais vous parler rapidement d'une base de données. Infrastructure en recherche et développement du Québec, ce sont nos homologues des matériaux avancés, PRIMA, qui ont développé cette base de données. C'est un annuaire des équipements et des laboratoires disponibles dans les universités et les cégeps. C'est très impressionnant. Vous avez besoin de valider, je ne sais pas, prenons un exemple au hasard, une pale d'éolienne, qu'est-ce qui se passe quand le givre se forme, quand vous la tordez, vous la chauffez, vous la refroidissez. Est-ce que vous voulez la regarder au microscope électronique? Est-ce que vous voulez faire une analyse des matériaux avant, pendant, après? Il y a énormément d'équipements disponibles dans les universités qui ont été payés avec l'argent de nos impôts, qui ne sont pas utilisés à temps plein, qui sont disponibles pour des sommes très faibles, pas ridicules, mais
à côté du prix d'équipement, c'est très très faible. Donc, utilisez-le, irdq.ca, il y a un moteur de recherche en Internet très puissant. Un autre site web qui s'appelle Novacentris, ça c'est une autre approche, c'est l'innovation ouverte. Vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du principe de la note accrochée sur la corde à linge? C'est un petit peu ça. Vous allez sur ce site et vous postez, comme on dit en bon français, votre problème, la solution que vous recherchez. Et là, ça va être diffusé dans la communauté scientifique. Et quelqu'un, quelque part, peut-être au coin de la rue, peut-être au bout du monde, risque de vous contacter en disant « j'ai une solution à votre problème ». Alors vous allez dire « oui, mais innovation ouverte, je m'expose, j'expose mes faiblesses, j'expose mes plans d'avenir ». Oui, à haut niveau, mais quand vous regardez sous le microscope, là, si votre problème c'est comment limiter le cisaillement dans les matériaux en tension, vous n'êtes pas en train de livrer en détail votre plan d'affaires à vos concurrents. Vous êtes en train de soumettre un problème très précis, très pointu à la communauté scientifique. Ça s'appelle novacentris.com. Nos membres, c'est même pas un jour, on a eu quelques nouveaux membres qui sont rentrés, ce que j'appelle le name dropping page. Notre conseil d'administration, vous voyez des noms dans les deux communautés, c'est-à-dire l'énergie électrique et les véhicules électriques. Vous voyez l'Institut du véhicule innovant, DIREC, Schneider, bien sûr toute la communauté académique. Nos partenaires, beaucoup d'autres organismes. Et une petite cartographie de l'endroit où sont nos partenaires académiques pour vous montrer que tout ne se passe pas nécessairement à Montréal ou à Québec. L'Université du Québec à Chicoutimi a de très beaux laboratoires pour tester les équipements électriques en conditions hivernales. Le Technocentre éolien PSP, notamment. Vous avez bien sûr l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui ont toutes des compétences dans le domaine électrique à différents niveaux. Voilà.